19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, recrutement jugé anarchique. Le chef de l'État, Macky Sall, veut siffler la fin. Le président de la République a tapé du poing sur la table hier lors de la remise de la certification ISO 9001 version 2015 au palais présidentiel. Et puis la dépollution de la baie d'Anne au menu d'une exposition intitulée Aux sources des pollutions de la baie d'Anne. L'exposition s'est tenue au parc zoologique de Anne, occasion pour le directeur général de l'ONAS d'annoncer la fin des travaux d'assainissement de la zone en février 2024. Et puis la culture au bonus de la rubrique de ce jeudi, le thieboudjan, ce plat typiquement sénégalais qui a fait son entrée historique au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On va en parler dans la rubrique culture, l'affaire de Oussama Monique Sagna à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. D'abord, cette crise qui sévit au sein de la Poste. Le directeur général sort de sa réserve. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, 17 à 18 milliards de francs CFA de masse salariale sont payés chaque année dans sa structure pour un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs CFA. Abdoulaye Bibi Baldé, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Dia. Une masse salariale qui avoisine les 17-18 milliards par an, toute la masse salariale, et des produits qui sont à peine à moins de 8 milliards. Vous voyez, nous partons tous les ans sur un déficit. Et donc, c'est pour cela que nous appelons à la compréhension vraiment et au travail à nos amis les postiers. Parce que nous ne vivons que grâce à la seule volonté de l'État. Juridiquement, on n'existe pas. Sur le plan juridique, parce que quand une société fait des pertes qui dépassent les 50% de son capital social, cette société, elle est liquidée, elle n'existe pas juridiquement. Et c'est notre cas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu ce détournement. On parle de détournement cette fois-ci, mais pas de déficit. Mais ce n'est pas important. Pour nous, on considère que c'est un détournement. Mais les mots aussi ont leur sens. Alors, il y a eu ce détournement de 1,5 milliard. Je rappelle que c'est un détournement des pratiques anciennes de plusieurs années qui consistent à faire des avances pour les travailleurs ou des avances pour les fournisseurs. C'est une pratique irrégulière, non autorisée, interdite. Mais vous savez, quand vous êtes dans un contexte d'illusion, de richesse, l'entreprise peut tolérer ce système. Mais quand il y a rareté des ressources, effectivement, il n'y a pas de midi à 14 heures, ça devient manifeste et ça devient évident et vous prenez les gens dans cette pratique peut ne pas être tolérée. Et donc, j'ai indiqué que c'est une pratique irrégulière. Mais ça n'a rien à voir. Tous les agents, travailleurs ou non, fournisseurs ou non impliqués, c'est l'argent des deniers publics payeront jusqu'au dernier centime. Et concernant les recrutements jugés anarchiques, comme annoncé tantôt dans les titres, le chef de l'État, Macky Sall, veut mettre fin à ces pratiques qui, selon lui, doivent être bannies. Des propos qu'il a tenus en marge de la cérémonie de remise de certification ISO 9001. Le président de la République, que je vous propose de suivre. La présente cérémonie m'offre aussi l'occasion de revenir sur l'importance primordial que j'accorde à la modernisation des administrations et à la gestion performante des structures publiques et parapubliques. Ce matin, nous avons beaucoup discuté de certaines structures sur la manière de recruter du personnel de façon anarchique. Et ça finit toujours par demander au ministre des Finances de payer les salaires. Alors pour des entités qui ont un personnel qui n'a rien à voir avec leurs capacités.
Je voudrais dire ici très clairement que je partage cette conviction que notre salut demeure dans le sens des responsabilités. Et à ce titre, il convient à chaque instant de cultiver un état d'esprit qui préserve le patrimoine public, qui optimise la dépense publique et l'oriente vers l'investissement productif en faveur des populations, à la satisfaction des citoyens, usagers et agents publics. Je tiens à ce point à insister sur l'urgence d'accélérer la transformation digitale intégrale des administrations, notamment les régies financières, le Trésor, les impôts, domaine cadastre et la douane. Justement, nous restons avec le chef de l'État Macky Sall qui a reçu hier la certification ISO 9001 version 2015, une première pour une présidence de la République. La norme ISO 9001 définit les critères et exigences organisationnelles pour mettre en place un système de management de qualité. La cérémonie de remise s'est tenue au palais présidentiel, occasion pour le chef de l'État Macky Sall d'inciter les fonctionnaires à travailler sans relâche pour la modernisation de l'administration sénégalaise. Boubacar Dian signe ce compte-rendu. Ce 15 décembre 2021 est une date historique pour la présidence de la République du Sénégal. Historique sans doute. En effet, nous venons... Pour la première fois, la certification ISO 9001 version 2015 est décernée à une présidence de la République depuis la création de la norme basée sur le système de management de qualité en 1987. Une fierté aux yeux du président de la République. Nous venons donc de recevoir le certificat ISO 9001 version 2015. Lui aussi de référence, sanctionnant après des audits de pointe le système de management de la qualité de la direction des moyens généraux de la présidence de la République. Cette certification est une fierté pour tous les personnels de la présidence de la République. Cette certification de la direction des moyens généraux place la présidence de la République au sommet du management public moderne, une déclaration de Macky Sall qui s'explique par la place importante qu'occupe la DMG, qui est la colonne vertébrale de la présidence de la République. C'est la déclinaison temporelle de toute une chaîne de responsabilités basée sur des lettres de mission claires et précises pour les entités et les personnes concernées. Après une année intense de travail et d'implémentation du système de management de la qualité, la mobilisation des équipes a permis de haute main d'aboutir à cette certification inédite et sans précédent de toute l'offre de services de la DMG, plaçant ainsi la présidence de la République au cœur du management public moderne. Cette certification ISO 9001 version 2015 ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise. C'est en novembre 2020 que le chef de l'État a signé la lettre d'engagement de la direction des moyens généraux à la certification ISO. Ainsi, Macky Sall demande aux employés de la DMG de maintenir le cap de l'excellence et de la performance pour accompagner les autres services de l'État, mais aussi pour mériter une fois de plus la certification ISO 9001 version 2015 dans les 3 prochaines années. Avec des applaudissements.
Boubacar Dieng, 7e session ordinaire du comité de pilotage unique des nouveaux programmes nationaux, l'urgence du réajustement et de l'accélération de la mise en œuvre des programmes d'équité territoriale a été abordée. Une rencontre présidée par le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Sam Ndiobenaka. Le compte-rendu est signé Younousa Gueye. Cet aspect dans la décentralisation. La séance était essentiellement consacrée à l'examen des plans de travail et budget annuel. Les grandes nouveautés à retenir de cette rencontre, prises en compte par le chef de l'État du plaidoyer du comité pour l'augmentation du budget du programme de modernisation des villes, porté à 5,2 milliards de nos francs, et la décision de collaborer directement avec les services déconcentrés des différents ministères de l'État dans la phase exécution du programme, souligne le ministre Sam Ndiobenaka. Aujourd'hui, ce que nous avons fait comme activité, c'est surtout présider à la 7e session du comité de pilotage avec la participation de l'ensemble des acteurs issus des différentes structures de l'État, des différents ministères sectoriels. Une façon encore une fois de dire que la quasi-totalité des activités que nous menons au niveau de ces différents programmes, c'est des activités d'abord qui ont été concertées de façon participative avec l'ensemble des acteurs. Donc on ne peut que se féliciter par rapport à l'approche, mais surtout par rapport à l'intervention de l'ensemble des membres en termes de suggestions, en termes de recommandations, mais aussi et surtout en termes d'orientation. Pour le ministre, cette synergie d'action entre le PUDC, le PUMA et le Promoville est un levier d'efficience pour une mise en œuvre parfaite des programmes d'équité sociale. Certains membres du COPIL ont évoqué quand même la nécessité de renforcer la synergie entre les différents programmes et les services techniques au niveau départemental et au niveau régional. Par rapport à cela aussi, je voudrais juste les rassurer parce que nous avons commencé à ce niveau, surtout en ce qui concerne les programmes d'équité sociale. À ce niveau, je pense bien actuellement, auparavant, c'est les opérateurs sociaux qui s'occupaient de tout ce qui était activité locale au niveau du programme national de bourse de sécurité familiale, des projets, des filets sociaux. Aujourd'hui, je peux dire que c'est les services techniques du ministère du Développement communautaire qui ont quand même pris en charge ce volet important. Et nous espérons très prochainement, pour ce qui concerne aussi le programme équité territoriale, ça se fera en relation avec ces différents programmes d'équité territoriale. Dans un contexte de crise sanitaire, se traduisant par le renforcement de la vulnérabilité économique des communautés, le succès des programmes d'équité sociale selon les membres du COPIL dépend largement de leur niveau d'harmonisation. Younousa Gueye, convention entre l'Institut supérieur de la formation professionnelle de Diamniadio et ONIVA. Le renouvellement du parc des véhicules de transport était au cœur de cette rencontre. Ainsi, le prototype de la voiture qui devrait remplacer les 7 places a été présenté aux étudiants. C'était en présence de Babacar Seck. Le prototype de la voiture ONIVA, qui a pour ambition de remplacer les véhicules 7 places, a été présenté aux étudiants de l'ISEP de Diamniadio. Ceci peut être l'une des solutions pour le renouvellement du parc automobile vieillissant. Tout le monde a déjà pris un véhicule 7 places pour voyager à travers le pays depuis de très longues années. Et vous constatez l'état de ces véhicules-là, dont certains datent de plus de 50 ans, qui sont encore sur nos routes. Et en tant que médecin, je peux vous affirmer avoir eu à gérer avec les chirurgiens et autres des cas d'accidents, dont souvent certains mortels, qui ont parcouru l'histoire du transport de notre pays. La signature d'une convention entre ONIVA et l'ISEP de Diamniadio va permettre aux étudiants du secteur de l'automobile de s'imprégner à la pratique et de s'insérer. Que non seulement ça participe au développement économique du pays, mais aussi ça nous permet en tant que dirigeants de l'ISEP, en tant qu'administration de l'ISEP de Diamniadio, d'assurer au moins l'immersion des jeunes après leur formation, de leur assurer au moins le travail, parce que tout le monde sait que le problème d'emploi est crucial au Sénégal. Ça confirme la formation en alternance. Le modèle des ISEP est conçu comme ça. Il faut de la théorie, mais la grande partie de la formation, c'est la pratique. Le Sénégal sera la base de ONIRA en Afrique, selon les concepteurs de la voiture. On a décidé de concevoir notre propre véhicule avec notre propre marque. Et voilà, c'est comme ça que le projet est né. Et le Sénégal a toujours été le pays visé
pour créer la base. On y va en Afrique. L'ISEP de Diamniadio compte ainsi poursuivre sa politique de formation en alternance de ses étudiants dans le secteur de l'automobile. La pollution de la baie de Hann au cœur d'une exposition hier au parc zoologique de Hann. À travers l'exposition aux sources des pollutions de la baie de Hann, deux photojournalistes ont retracé les origines de la catastrophe naturelle. L'objectif est de sensibiliser les populations, également demander aux autorités de matérialiser le projet de dépollution de la baie de Hann. Compte rendu Pape Ibrahima Ndiaye. Au cœur du jardin botanique du parc de Hann, le plastique dans tous ses états, sous toutes ses formes, une matière envahissante qui étouffe la mer, mise à nu à travers les photographies d'eux, ou encore incarnée par l'homme plastique. Donc attribué ni ko paré dans entreprise bi groupement là dañu commencé liggéey li nga wax moy. Au total, plus de 60 clichés, aussi divers qu'expressifs, mais tous renvoient aux sources de la pollution de la baie de Hann. Son objectif n'a rien laissé au hasard. Filets de pêche, pneus, épaves de bateaux qui ont fini d'envahir le Grand Bleu. Nous, en 2010, on a démarré ces photos. Il y a des photos qui datent de 2010 jusqu'en 2021. Nous avons fait des photos en marchant de Yarah jusqu'à Mbao, ce qui fait 14 km. On l'a fait au moins 10 fois. Chez les riverains, la pollution de la baie de Hann est une vieille histoire racontée de génération en génération. Mais cette exposition photo apporte une touche particulière, estiment les écologistes. Et des branches de mangrove, donc c'est important, à côté du projet de la dépollution, qui ne concerne que les eaux usées, qu'on ait un projet complémentaire qui va s'occuper du ramassage de ces ordures qui sont enfouies en mer depuis plus de 60 ans. Donc la mer est jonchée de déchets solides qui, à chaque fois qu'il y a tempête, on retrouve tous ces déchets sur la plage. Et nous avons une vue globale sur les 3 ou 4 sources de pollution, que c'est la pollution domestique, avec toutes ces femmes qui déversent les eaux usées remplies de déchets sur la plage. Nous avons le contenu des canaux à ciel ouvert, que ce soit à Rufisque, à Dakar et même à Soumbédioune, qui, la mer, avec le sens des courants, déverse directement sur la baie de Hann. Les participants, habitants de la zone, ont admiré les photos sur la baie de Hann, d'un œil à la fois dépité et nostalgique. Moi, enfant, on venait pêcher dans la baie de Hann. On avait des fruits de mer, on recueillait des fruits de mer. Là, à même le sol, comme les cébettes, les bouttes, tout ça, on les prenait dans la baie de Hann. Maintenant, il n'y a même plus une seule âme qui vive. Les deux photojournalistes comptent exposer d'autres clichés pollués dans les mois à venir. Cette première étape terminée, ils espèrent boucler leur album avec des photos d'une baie totalement dépolluée. Je ne vis plus d'espoir à mon âge. Je ne vis plus d'espoir. Je veux voir. Voilà ma idée, quoi. Pape Ibrahima Ndiaye, le directeur général de l'Office national de l'assainissement qui a participé à la rencontre, a tenu à rassurer les populations par rapport aux travaux de la dépollution de la baie de Hann. Selon lui, l'objectif de l'État du Sénégal est de terminer les travaux d'assainissement en 2024. Ababakar Mbaye, directeur général de l'ONAS, est au micro de Pape Ibrahima Ndiaye. Les travaux, évidemment, c'est par étapes parce que nous avons au moins 7 lots. Donc les lots, il y a certains, évidemment, le deuxième lot, ça concerne la réalisation de la station d'épuration, qui en réalité, donc on a déjà recruté, évidemment, le cabinet, le groupement, qui va bientôt démarrer les travaux. Mais nous avons aussi le lot intercepteur, parce que les eaux qui sont traitées, donc à partir de la station d'épuration, doivent être rejetées à 3 km donc à l'intérieur, à haute mer. Donc c'est pour évidemment essayer donc avec le phénomène de dilution, diminuer un peu donc ce phénomène de pollution au niveau donc de la baie. Mais nous avons aussi les raccordements, tout simplement en réseau primaire, secondaire et tertiaire,
donc que ce soit les ménages, mais aussi les industriels. Mais il y a aussi une composante essentielle, c'est en fait le macro-industrie qui est en fait le port autonome de Dakar. Le port autonome de Dakar aussi, c'est une composante où le projet va prendre en charge son assainissement au niveau des eaux usées, mais au niveau des eaux pluviales. Donc là aussi, ça constitue une des composantes très importantes donc, du projet de la déposition de la BEDA. Donc, je crois que en fait, d'ici 2024 au plus tard, normalement, on peut avoir vraiment en fait, un système d'assainissement déjà réalisé. En plus bref, troisième sommet Turquie-Afrique, le président de la République Macky Sall va participer à la rencontre à Istanbul prévue le 18 décembre 2021. Il quitte Dakar ce 16 décembre. Ce sommet va réunir la Turquie, les pays membres du bureau de l'Union africaine et ceux qui assurent la présidence en exercice des communautés économiques régionales africaines. Retenez également que le 19 décembre 2021, le président de la République Macky Sall va participer à Bruxelles à une réunion préparatoire du sommet Europe-Afrique de février 2022. Transition juste trouvée pour parler de l'actualité internationale. La page internationale, Mali, pour démarrer, Soumaïlou Boubey Maïga est hospitalisé. L'ancien ministre de la Défense et Premier ministre est en détention à la maison centrale d'arrêt de la capitale malienne depuis fin août 2020. Il est inculpé pour des affaires de corruption liées notamment à l'achat de l'avion présidentiel en 2014. Et puis, l'Agence européenne des médicaments a déclaré ce jeudi avoir approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'Union européenne de la pilule anti-Covid-19 que souhaite commercialiser l'entreprise privée américaine Pfizer, qui n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, la compétition c'est dans moins de 2 mois, mais pour l'heure, l'association des clubs européens veut l'annulation de la CAN. Elle menace de ne pas libérer les joueurs africains qui évoluent en Europe. Et une réaction qui n'est pas du goût des sportifs rencontrés à Dakar. Un reportage signé à Moussa Mané. La Coupe d'Afrique des Nations en 2022 est menacée d'annulation. L'Association des clubs européens menace de ne pas libérer les internationaux. Elles exigent la publication d'un protocole médical et opérationnel adapté pour l'organisation du tournoi. Une idée qui n'est pas du goût de certains Sénégalais. La Covid est beaucoup plus présente en Europe qu'en Afrique. Il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités et arrête de suivre les directives de la FIFA. Quoi que l'on puisse dire, les Blancs ne pensent qu'à leur intérêt. Nous aussi, Africains, nous devons d'abord privilégier nos intérêts, c'est ce qui nous arrange. Il est temps qu'on soit indépendant. Selon ce monsieur, cette situation est tout simplement due au magouille entre la CAF et la FIFA. Ça, c'est malhonnête, quoi. C'est malhonnête. Parce que actuellement, eux, ils jouent actuellement dans leur championnat. Ils veulent nous faire croire que le Covid-19 aura des conséquences quand nous ferons la CAN. Ça, c'est honteux. C'est honteux pour le football africain. Il faut qu'il soit à la hauteur. Il faut qu'il soit à la hauteur. Tout de même, beaucoup soutiennent que les Africains ont toujours été marginalisés et qu'il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. Ce qui se passe n'est rien d'autre que de la magouille entre la CAF et la FIFA. S'ils avaient accepté les élections entre les différents candidats, je pense que nous n'en serions pas là. Mais malheureusement, la CAF est sous la coupe de la FIFA. Aux dernières informations, la Confédération africaine de football a envoyé un communiqué aux autorités camerounaises et les invite à travailler jour et nuit afin que tout soit au point en 2022.
Moussa Mané, avec cette raison évoquée qui est l'absence de mesures préventives adéquates contre le coronavirus, la balle est maintenant dans le camp de la CAF pour apporter des réponses. Nabil Dilet n'est pas pour un report de la CAN. Il est journaliste sportif et consultant à Canal+. Il est au téléphone de Pape Malik Diawa. Des rumeurs autour d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose qui devient presque un refrain depuis quelques temps. Maintenant, il y a ces questions autour maintenant du nouvel épisode sanitaire qu'on vit surtout en Europe plus qu'en Afrique avec le variant Delta qui est lui à son pic et également avec l'émergence et l'arrivée prochaine du variant Omicron, ce qui fait que les États européens, notamment la Grande-Bretagne dont ils sont issus plusieurs joueurs de Première Ligue, ont revu leurs précautions sanitaires et également les mesures tout simplement, les mesures de quarantaine, les mesures de voyage, qui fait que ça impacterait directement éventuellement des joueurs qui devraient donc participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, à Liverpool, on imagine Mané, Salah, City, Mahrez, etc. Donc effectivement, c'est une question qui doit se poser, mais c'est à la Confédération africaine de communiquer, d'apporter les garanties nécessaires. Elle l'a déjà fait en partie pour le public, mais on aimerait connaître son protocole sanitaire par rapport aux joueurs et également les garanties apportées sur la santé et la sécurité des joueurs lors de cette compétition africaine. Donc pour l'instant, on en est plus à des interrogations qu'à des réponses, mais j'ai envie de vous dire que les réponses, c'est à la Confédération africaine de football de les apporter. Je sais de source sûre que la question va être discutée et à mon avis se réserve la possibilité de prendre une décision dans un sens ou dans un autre, mais à titre personnel, je serais très étonné que la CAN soit reportée ou alors il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, une pression de la FIFA, une pression trop importante des clubs européens. Donc voilà, pour l'instant, on n'en est qu'à l'ère des spéculations, mais il faut une communication rapide, claire et transparente pour savoir où on va. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique culture de ce jeudi, une rubrique qui s'intéresse au Thiéboudjen. Hier, l'UNESCO a inscrit ce plat national au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Zoom sur ce mets typiquement sénégalais avec Oussama Monique Sagna. Ça y est, notre Thiéboudjen national vient de faire son entrée savoureuse dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Désormais, le mets figure sur la carte culinaire de l'humanité. Une nouvelle qui ravit au plus haut sommet. Il faut souligner que l'attente n'a pas été si longue, tout le contraire du temps de cuisson, 2 heures au moins. La demande d'inscription du Thiéboudjen, en effet, a été introduite en 2020 par le ministère de la Culture, suivie d'une campagne de séduction de ce savoir-faire du marché jusqu'à la cuisine. Une démarche à juste titre, car le plat est aussi convoité par le Nigeria, qui en a fait son jollof rice et en a même réclamé la paternité avant que la marmite ne revienne à l'endroit. Le plat traditionnel en question est composé de riz, de poisson et d'une variété de légumes. Préparé avec ou sans tomates, il est servi au déjeuner dans la plupart des ménages et dans les restaurants du pays. La tradition est transmise de génération en génération. Tout le monde attribue l'invention de ce mets à Penda, une cuisinière du village de Guet-Ndar à Saint-Louis. Pour la petite histoire, la cuisinière a fait preuve de résilience face aux colonisateurs qui a imposé les cultures commerciales à la colonie et introduit du riz importé de ces colonies d'Indochine en substitution aux cultures vivrières locales. Naturellement, la ville de Saint-Louis, elle-même inscrite au patrimoine de l'UNESCO, est associée à ce plat. Et désormais, tout comme le couscous maghrébin, la pizza napolitaine, la bière belge entre autres, le Thiéboudjen, riz au poisson, devient patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette labellisation pourrait ainsi contribuer à accroître la réputation déjà mythique de la ville de Saint-Louis du Sénégal et qui représente une grande attraction touristique dans le monde.
Bonne dégustation, Oussama, Monique Sagna. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.